Les chiffres sont quand même assez impressionnants, plus de 10% pour le CAC 40 depuis le début de l'année, 11% pour le Dow Jones depuis que l'on a passé 2019, 13% de progression pour le Nasdaq. Bref, les 2 premiers mois de cette année 2019 sont flamboyants pour les marchés. Est-ce que ça va durer? C'est pas certain. On va voir ça avec vous, Philippe Béchat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Justement, on va voir quel œil vous portez sur cette hausse des marchés. Un œil que j'imagine dubitatif, puisque cette progression qui est quand même assez dingue, hein. On est sur des historiques, par exemple pour le Nasdaq, je crois depuis plus de 20 ans, on n'avait pas eu autant de séances consécutives de hausse. Elle se fait dans un contexte où les fondamentaux macroéconomiques, eux, ils ne sont pas totalement rassurants, et même loin de là. Oui, c'est-à-dire la condition nécessaire et je dirais presque suffisante aujourd'hui pour justifier la hausse des marchés. Si je reprends la journée assez étonnante du 1er mars, il y avait 5 statistiques aux États-Unis. Les 5 ont été mauvaises. Bon, 5 sur 5, c'est pas si commun. Mais ce qui a surtout réjoui le marché, c'est qu'elles ont été pires que prévu. Parce qu'une statistique mauvaise, mais qu'on avait anticipée, à la limite, on peut s'en accommoder. Comme on dit, on vend la rumeur, on achète la nouvelle. Là, au contraire, ce qui a ravi les marchés, c'est que 5 sur 5 étaient pires que prévu. Ce qui a donc accru la possibilité, sinon la probabilité, de voir la Banque centrale américaine envisager de nouvelles stratégies, allant bien au-delà de la simple mise sur pause de son programme de normalisation, qui n'existera pas. M. Powell l'a dit mardi et mercredi dernier devant le Congrès américain. On ne reviendra pas à une situation correspondante ou approchant ce qu'on a pu connaître avant 2008, c'est-à-dire quand le bilan de la Fed était inférieur à 1000 milliards, même en deçà des 850 milliards. Donc on n'y reviendra pas, voire jamais. Ça veut dire qu'on va continuer à faire tourner la planche à billets, qu'il y a encore des hélicoptères qui vont déverser de l'argent, comme disent les Américains. Pas encore, il n'a surtout pas promis ça. Il a juste dit que la réflexion était actuellement en cours. Comprendre qu'avec ses collègues, on avait déjà pratiquement arrêté une position au sujet de cette normalisation. Mais c'est du côté de Janet Yellen qu'il faut aller chercher la bonne nouvelle pour les marchés. Elle n'est plus là, Janet Yellen. Bah non, 2 ans de retraite, mais toujours quand même, ça intéresse forcément un petit peu les médias financiers de savoir ce que pense l'ex-pensionnaire de la Fed. Et elle dit que, entre autres outils dont la Fed dispose, il y aurait éventuellement plus seulement des rachats d'emprunts, d'instruments obligataires, ce qui a été fait à une échelle cosmique, 3600 milliards d'instruments obligataires achetés en l'espace de 7 ans. Là, elle dit que peut-être faudrait-il, si on voulait vraiment soutenir l'économie, faire quelque chose d'efficace, hein, attention, hein, pas faire un truc auquel les marchés sont déjà accoutumés, il faudrait racheter des titres, des actions, faire comme la Banque centrale du Japon, en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est une musique céleste aux oreilles des marchés. Ça veut dire qu'on est quand même dans un changement de paradigme total. Avant, les investisseurs, quand les nouvelles elles étaient pires, ils vendaient. Ça, c'était avant 2009. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à suivre les marchés, depuis moins longtemps que vous, mais enfin quand même, c'était comme ça. Avant, la Banque centrale, quand elle voyait qu'il y avait une bulle qui était en train de se créer, elle sifflait la fin de la récré. On se souvient d'Alan Greenspan. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les investisseurs, ils se disent, on se fout de l'économie pourvu que les banques centrales continuent à nous donner de l'argent. Ils sont drogués. Oui, c'est ce qu'avait très très bien dit ou résumé David Kostin, qui est toujours d'ailleurs l'un des stratèges en chef de Goldman Sachs, dès 2010. Bad news is good news. Dans un contexte où chaque fois que le marché pousse un cri de douleur parce que la croissance n'est pas assez ceci, pas assez cela, parce que ça ralentit, chaque fois qu'il y a un cri de douleur, on voit la Banque centrale arriver avec sa seringue de morphine monétaire. On est là-dedans maintenant. C'est pas d'hier, mais on l'a retrouvé en début d'année. On l'avait un petit peu perdu de vue, ça. C'est-à-dire des banques centrales prêtes à intervenir avec la grosse seringue. On va quand même pas se mentir, c'est pas très sain tout ça. C'est pas sain du tout, mais on s'en fiche. Mais combien de temps ça peut durer ? On s'en fiche que ça soit ça. Ce qui compte, c'est un retournement de bâton. Ce qui compte, c'est de faire de l'argent.
c'est de gagner de l'argent avec les actions. Et à la limite, qu'il y ait ou pas des fondamentaux pour étayer la hausse des actions, finalement, on s'en fiche quand même un petit peu. Enfin, on s'en fiche de plus en plus depuis presque 10 ans. Il y a 10 ans, on prêtait de l'argent à des gens qui n'avaient pas les moyens de rembourser. Peu importe, ça générait des commissions. On était déjà dans cet esprit. Peu importe ce qu'on fait, ce qui compte, c'est que ça rapporte de l'argent. Ça veut dire que de plus en plus, la bourse est devenue un casino où les gros investisseurs jouent avec de l'argent qui n'est pas à eux. Ils jouent avec de l'argent qu'on leur prête, oui. Et quand d'un seul coup, il part, alors là, c'est que la roulette était déréglée. Si jamais ils ne touchent pas le jackpot, ils savent qu'en plus de ça, ils seront remboursés. Et par contre, là, qui va rembourser? C'est tous les gens qui sont en dehors du casino. Hein. C'est-à-dire, c'est la mairie qui va renflouer le casino si jamais il y a un gros joueur qui perd. Hein. Bon, pour vous, ça peut durer combien de temps pour terminer, Philippe Béchade? Ah bah voilà, combien de temps on peut être dans cette situation totalement insensée que vous êtes en train de nous décrire? Ben, l'insensé est devenu la norme. Ce sont d'ailleurs les banques centrales qui l'ont institué. On fait des mesures exceptionnelles. Alors, exceptionnelles 2008, 2009, 2010, je veux bien. Mais après 3 ans d'exceptionnel, on n'est plus. C'est le sevrage qui est compliqué. On n'est plus dans l'exceptionnel. Ouais. On devient dans le business as usual. Et le sevrage aujourd'hui, oui, c'est effectivement une désintoxication qui est devenue impossible. Les marchés ont poussé un cri de douleur en décembre, on l'a vu, puisque la Fed réduisait son bilan, la BCE n'injectait plus, la Banque centrale du Japon attendait de voir, mais on a bien vu, puisque là-bas, l'inflation est retombée à 0, hein, ça y est, on est de nouveau peut-être dans le cycle de la déflation. Donc fin décembre, on a des banques qui font plus grand-chose. La Fed a été un petit peu, elle a envoyé sa dernière hausse de taux. Puis d'un seul coup, au mois de janvier, face au cri de douleur du marché, changement radical de discours. La banque centrale de Kuroda, banque centrale japonaise, va injecter. La banque centrale chinoise fait la plus grosse injection de crédit qu'elle a jamais fait de l'histoire. Elle injecte l'équivalent de 5% du PIB chinois. La Fed change de discours. Il n'y aura pas de 3e, 4e hausse de taux. Ça veut dire donc que maintenant, c'est la bourse qui mène la politique monétaire. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir. En tout cas, on va continuer de suivre tout ça. Merci beaucoup, Philippe Béchade, pour être venu nous expliquer cette situation qui n'est pas totalement nouvelle, mais enfin qui n'est pas totalement rassurante non plus. Oui, mais qui dure. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été dans Ecorama aujourd'hui.